1945, Judicaël Moussirou. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce 1945, l'info africaine sur C-Direct. Nous sommes ravis de vous retrouver en direct de Brazzaville, au Congo. Judicaël Moussirou. Commençons ce journal par la visite de travail du chef du gouvernement congolais, Anatole Koliné Makosso, dans le nord du Congo. Sur le terrain, il s'est rendu compte de l'état d'avancement des travaux sur la route Bundi-Evo. Il est important de noter que les populations de ces localités ont rencontré des grandes difficultés à se déplacer entre ces deux villages. Images et commentaires. Le gouvernement qui matérialise les projets de développement initiés par le président de la République n'exclut aucune population des bénéfices du progrès. L'achèvement de la route bitumée de 25 km reliant Bundi à Evo en est un exemple probant. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, accompagné du ministre d'État Jean-Jacques Bouya, du ministre Aimé Ange Wilfried Bininga et des cadres de la délégation générale aux grands travaux, a entrepris une visite de terrain sur cette route où pendant longtemps, les populations locales ont peiné à évacuer leurs marchandises et à se déplacer. Lors du parcours, ils ont constaté la construction d'un nouveau pont sur la Vouma, juste à côté de l'ancien datant de l'époque coloniale, ainsi que les efforts déployés pour endiguer l'érosion qui progressait au niveau du village Tchongo. Depuis 2022, le président de la République avait pris l'engagement d'achever les travaux de cette route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons relancé les travaux de cette route. Vous avez constaté vous-même, à part quelques travaux d'accotement qui restent, on peut maintenant circuler librement jusqu'à Evo. L'occasion pour moi de saluer les entreprises qui s'y sont engagées et qui ont simplement répondu à l'appel du gouvernement, alors même que nous n'avons pas encore mis à la disposition la totalité des ressources. Mais ces entreprises œuvrent à ce que ces ouvrages soient achevés. L'occasion aussi de saluer la délégation générale aux grands travaux et tous les techniciens du ministère en charge des infrastructures qui, nuit et jour, mobilisent toutes leurs énergies pour les conduire à leur terme. J'invite les populations à faire davantage confiance au président de la République, à faire davantage confiance au gouvernement, parce qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement de voir des ouvrages inachevés. Depuis quelque temps, le gouvernement a identifié des projets à effet multiplicateur. Les travaux en cours pour la construction de la ligne électrique de 110 kV Bundi-Evo figurent parmi ces projets qui tiennent à cœur le président de la République. Hier, on avait 2 départements qui n'étaient pas reliés au réseau électrique national. C'était les chefs-lieux de la Likwala, Ifondo, et le chef-lieu de la cuvette ouest, Evo. Après, le chef-lieu du Kwilu, Luango. Aujourd'hui, Luango est connecté au réseau électrique national. La cuvette ouest, notamment Evo, va l'être dans quelques mois. Nous pouvons nous réjouir de constater que sur 180 pylônes, on a près de 116 qui sont installés. Vous avez vu que le poste de transformation est en train d'être construit. Après Evo, le gouvernement va se déployer sur les chantiers en arrêt dans d'autres localités. Comme l'engagement du président de la République était d'accélérer et d'achever tous ces travaux qui sont interrompus, nous sommes ici. Et en même temps que nous sommes en train de réfléchir aussi pour d'autres chantiers, je fais allusion à la route Kinkala-Mindoli-Ngambari. Nous y réfléchissons pour que là aussi, là où on s'était arrêté, que le gouvernement se remobilise et qu'on poursuive tous ces ouvrages. Tous ces travaux témoignent de la ferme volonté du gouvernement de désenclaver l'intégralité du territoire national. La plus grande responsable des Nations Unies en Libye a lancé un avertissement quant à la situation du pays. Au cours des 2 derniers mois, la stabilité politique, économique et sécuritaire s'est rapidement dégradée. Un point sur cette situation alarmante avec des images et des commentaires. La situation en Libye est de plus en plus préoccupante. Les tensions entre les acteurs politiques et militaires s'intensifient, poussant l'ONU à exprimer des préoccupations majeures mardi. Au cours des 2 derniers mois, la situation en Libye s'est détériorée assez rapidement en termes de stabilité politique, économique et sécuritaire.
Les actes unilatéraux des acteurs politiques, militaires et sécuritaires libyens ont accru les tensions, renforcé les divisions institutionnelles et politiques ainsi que compliqué les efforts en vue d'une solution négociée. Pour le représentant libyen à l'ONU, rétablir l'unité est la seule issue. La seule solution possible pour la Libye implique de mettre fin aux divisions et de remédier à la précarité des institutions à travers des élections libres, transparentes et inclusives. L'ONU appelle à une action concertée pour éviter un retour au chaos en Libye. Voilà, dans le district de Chirenzi, une région riche en faune mais marquée par la pauvreté, un ancien braconnier récemment libéré de prison consacre désormais son énergie à la protection des animaux. Un bel exemple de réinsertion et de changement de vie. Images et commentaires à suivre. Au Zimbabwe, la conservation de la faune prend un tournant inattendu grâce à d'anciens braconniers devenus défenseurs des animaux. Dans le district de Chiredzi, une région semi-aride touchée par la pauvreté, un ancien braconnier a été transformé. Récemment libéré de prison, il se consacre désormais à la protection de la faune. Je viens d'une communauté de chasseurs. J'ai grandi en tant que chasseur. C'est une activité devenue une partie intégrante de notre mode de vie. Avant que les gardes-chasse ne m'attrapent dans la réserve, la chasse faisait partie de notre quotidien à tous. Et personne ne savait que tuer des animaux était un crime. Après avoir purgé une peine de prison où il a pris conscience des dégâts causés par le braconnage, Mastik a réorienté sa vie. Lors de sa détention, il a acquis des compétences artisanales comme la menuiserie qu'il transmet désormais avec passion. J'ai beaucoup travaillé pour sensibiliser mes anciens collègues chasseurs et les habitants du village au danger du braconnage. Je suis satisfait de constater que le nombre de braconniers a considérablement diminué. Je suis fier et certains de mes pairs ont même appris à fabriquer des sculptures et des meubles grâce à mes enseignements. Avec d'autres anciens braconniers, ils encouragent une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Leur message est clair, préserver la faune n'est pas seulement un devoir, mais un moyen de créer des bénéfices durables pour l'ensemble de la communauté. En Égypte, le gouvernement a annoncé une hausse des prix de l'électricité pour les ménages atteignant près de 50%. Cette décision fait suite à un accord avec le FMI, le Fonds monétaire international, visant à réduire les subventions énergétiques, ce qui donc exerce une pression supplémentaire sur les foyers égyptiens. Détail dans ce reportage. Une augmentation de près de 50%. C'est la nouvelle hausse des prix de l'électricité que les ménages égyptiens vont devoir supporter. Cette décision, initialement retardée à cause des pénuries d'électricité liées à la forte demande en climatisation, a finalement été mise en place. En Égypte, la majeure partie de l'électricité est produite à partir du gaz naturel. Pour maintenir le réseau, le pays a importé pour 1,18 milliard de dollars de gaz naturel afin de réduire les coupures. Le mois dernier, le ministère du Pétrole a annoncé l'arrivée de 5 cargaisons de gaz naturel liquéfié et le Premier ministre Mostafa Madbouli a assuré que les coupures devraient cesser pour le reste de l'été. Cette hausse s'inscrit dans les engagements de l'Égypte à réduire les subventions énergétiques, conformément à un accord avec le FMI suite à un prêt de 8 milliards de dollars. Bien que nécessaire pour stabiliser l'économie, cette mesure pourrait aggraver le fardeau des ménages égyptiens déjà en difficulté. Un responsable de l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré mardi que le Mpox, qu'il s'agisse de la nouvelle ou de l'ancienne souche, ne doit pas être comparé au Covid-19. Selon lui, les autorités disposent des moyens nécessaires pour contrôler sa propagation. Voici les explications dans ce reportage. Le virus Mpox n'est pas le nouveau Covid. C'est ce qu'a déclaré mardi le directeur régional Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, si le risque d'une contamination générale reste faible, les pays européens doivent agir et aider l'Afrique à éradiquer le virus. Mpox n'est pas le nouveau Covid.
Que ce soit le clade 1 de Mpox, à l'origine de l'épidémie en cours en Afrique centrale et orientale, ou le clade 2 de Mpox, à l'origine de l'épidémie de 2022, qui a d'abord touché l'Europe et continue de circuler en Europe depuis. L'OMS recommande l'usage de vaccins spécifiques initialement développés contre la variole. Elle appelle également à la solidarité européenne avec l'Afrique pour un accès équitable aux vaccins. Le risque pour la population générale est faible. Nous savons quoi faire et nous avons cette fois besoin d'un engagement politique pour aller vers l'élimination. Sinon, nous verrons toujours une certaine négligence et panique, encore et encore. Alors, engageons-nous politiquement pour aller jusqu'au bout. Et surtout, soyons solidaires avec la région africaine. Nous pouvons et devons combattre le Mpox ensemble à travers les régions et les continents. La semaine dernière, la Suède est devenue le premier pays hors d'Afrique a enregistré un cas du variant clade 1 du Mpox. Au Kenya, un suspect qui avait avoué avoir tué 42 femmes et qui était détenu après la découverte de corps démembrés dans la capitale s'est échappé de sa garde à vue. Une situation inquiétante pour les autorités locales. Images et commentaires. Au Kenya, le suspect présumé pour le meurtre de 42 femmes s'est échappé de la garde à vue. Les autorités kenyanes l'ont annoncé mardi au cours d'une conférence de presse. L'homme nommé Collins Jumaisi Kalusha était en détention depuis la découverte macabre de juillet dernier à Nairobi. Et il se serait évadé avec 12 autres détenus. Aujourd'hui, 20 août 2024, dans la matinée, un incident d'évasion de prisonniers s'est produit au poste de police de Gigiri, où nous nous trouvons actuellement. 13 prisonniers se sont échappés des cellules. Parmi eux, 12 ressortissants érythréens arrêtés pour séjour illégal au Kenya et un homme suspecté de meurtre, Collins Jumaisi Kalusha, qui est lié aux incidents de meurtre de Kari. Selon un rapport de police, les détenus se sont échappés tôt le mardi matin après avoir cisaillé le rideau de fer de la prison et escaladé le mur d'enceinte. Notre gouvernement devrait veiller à ce qu'une personne aussi dangereuse soit à nouveau appréhendée et enfermée. S'il reste en liberté, il nous achèvera tous, car ce qu'il a fait est très grave. Nous pleurons la perte de vie de nos enfants, la perte de nombreuses vies. En tant que parents, nous nous sentons très mal parce que nous nous demandons comment quelqu'un peut disparaître d'une zone protégée, bien gardée. C'est difficile à comprendre et cela fait de la peine à tous les Kenyans. Kalusha, 33 ans, était détenu au poste de police après qu'un tribunal ait accordé aux inspecteurs 7 jours supplémentaires pour enquêter sur ses crimes présumés avant de l'inculper. La police a déclaré que Kalusha avait avoué avoir tué 42 femmes, dont son épouse. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure avec le même plaisir. Merci à vous de nous suivre depuis la région parisienne en France sur le côté africain. Bonsoir.